Dans le présent entretien, je vous propose de vous attarder à considérer un certain nombre de critères qui puissent vous amener à porter un diagnostic sur la santé de votre couple. Alors, nous nous demandons, votre couple est-il en santé? Il existe un certain nombre de points que l'on peut considérer et qui nous amènent à dire, voilà, tel couple est en bonne santé, celui-ci est un peu malade, ou celui-ci, ma foi, est mourant. Alors, regardons ensemble ces 10 critères qui peuvent vous amener à savoir un peu où vous en êtes quant à votre vie de couple. D'abord, première question. Est-ce que vous êtes en général joyeux? Est-ce que vous êtes en général serein quand vous êtes en compagnie de votre partenaire ou quand vous êtes ou que vous pensez à votre partenaire? Êtes-vous bien ensemble? Est-ce que vous vous plaisez l'un avec l'autre? Est-ce qu'en général, votre façon de vivre vous apporte de la satisfaction? Avez-vous le goût de revenir à la maison le soir, si l'un d'entre vous ou les deux s'éloigne de la maison pendant la journée pour le travail? Est-ce que, quand vous revenez à la maison, est-ce que vous avez le goût de revenir? Est-ce que vous vous représentez que vous allez avoir du plaisir avec la personne? Et quand vous êtes avec l'autre personne, avec votre partenaire, est-ce que, en général, vous êtes de bonne humeur, joyeux? Est-ce que, ma foi, ceci est l'atmosphère générale? Il ne s'agit pas de dire est-ce que vous êtes toujours de bonne humeur, êtes-vous toujours joyeux, mais de façon, pourrait-on dire, majoritaire. Est-ce que la plupart du temps, vous êtes dans un état de joie, de sérénité et de bonne humeur avec votre partenaire? Voilà le premier critère. Je ne sais pas s'il est plus important que les autres, mais il constitue certainement une indication fondamentale. Voyez-vous, ce serait difficile de dire qu'un couple est en santé quand chacun des deux partenaires tente d'éviter l'autre, redoute de le rencontrer, se prépare quand il le rencontre à de longs ennuis ou à des périodes désagréables. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple à ce moment-là. Voilà un premier élément. Deuxième élément qui ressemble beaucoup à celui-ci, est-ce que vous avez le goût d'être ensemble? Non pas d'être toujours ensemble, parce que ceci serait exagéré, mais est-ce qu'on peut dire, est-ce que des gens qui vous verraient et qui ne sauraient pas que vous êtes marié, qui vous observeraient sans savoir que vous êtes marié femme, est-ce que ces gens pourraient dire, ma foi, voilà de gens qui sont de bien bons amis, ils sont de bons amis l'un avec l'autre. Voyez-vous, il y a tellement de bêtises, de fadaises qui sont racontées à propos de l'amour. Il y a au moins ceci de vrai qu'on peut retenir quand des gens s'aiment et ils sont de bons amis l'un pour l'autre. Et de bons amis ont des comportements caractéristiques. Ils ont le goût d'être ensemble. Quand ils sont ensemble, ils regrettent de se séparer. Non pas qu'ils en fassent une crise, remarquez bien, mais ils ont le goût de se retrouver. Quand ils sont ensemble, ils se plaisent l'un avec l'autre. Et quand ils peuvent se rendre l'un à l'autre des services, faire un échange de bons offices l'un envers de l'autre, ils sont en général courtois, ils sont en général polis l'un envers l'autre. Voilà à quoi ressemblent de bons amis. Il y a beaucoup de gens qui vivent ensemble, qui sont mariés, qui ne sont pas vraiment des amis l'un pour l'autre. Ils sont en rivalité, ils se chicanent, ils se prennent à partie, ils s'adressent des reproches l'un à l'autre. Voilà un mauvais signe pour la vie du couple, pour la santé du couple. Ainsi donc, est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes de bons amis l'un pour l'autre? Remarquez qu'il n'y a pas de dépendance. Voilà ce qui est caractéristique de ce qu'on appelle l'amitié. Les amis ne sont pas dépendants l'un de l'autre. Il n'y en a pas un qui est accroché à l'autre, ni l'inverse. Il n'y en a pas un qui domine l'autre. De bons amis s'entendent bien ensemble et tout en se respectant dans leurs différences, arrivent à passer d'agréables moments et à désirer le contact l'un de l'autre. Un troisième élément, donc, troisième question que vous pourriez vous poser, à l'intérieur de votre couple, est-ce que l'autonomie, est-ce que les caractéristiques personnelles de chacun des deux partenaires sont vraiment respectées par l'autre? Bien sûr, deux personnes qui vivent ensemble, mariées ou pas, ne sont jamais complètement identiques. Chacune a ses caractéristiques propres, chacun a ses traits propres, ses préférences, ses façons de voir les choses. Et alors, bien sûr, il y a là une possibilité pour chacun de constater qu'il est possible de respecter ou de non respecter les caractéristiques personnelles de l'autre.
Dans ces couples dont la santé est vacillante, on assiste habituellement à des concerts de blâme, de reproches, enfin voilà, cette atmosphère d'hostilité. Et au contraire, dans un couple qui est en bonne santé, on peut constater que, avec un certain degré d'humour d'habitude, les différences existent et qu'elles sont bien acceptées, reconnues, elles sont connues, elles ne font pas l'objet d'un secret par chacun des partenaires envers l'autre. Ainsi donc, dans un couple qui est en bonne santé, il n'y a pas un des partenaires qui domine l'autre. J'ai l'habitude de classer les couples en trois catégories. Il y a ces couples où les deux partenaires sont relativement faibles l'un et l'autre et se passent leur temps à croire qu'ils ont absolument besoin de l'autre personne pour être heureux. Ce sont les couples qui sont en général les plus malheureux et les moins en santé. Les deux partenaires étant liés habituellement par une relation névrotique qui les amène à tenter de se faire de l'autre, chacun essaie de faire de l'autre une béquille pour essayer de se débrouiller dans la vie. Voilà les couples qui ne fonctionnent en général très mal et dont l'espoir de survie est bref. Il y a une deuxième catégorie de couples, ce sont ces couples où l'un des deux partenaires est vraiment plus fort que l'autre et sert de refuge ou d'abri au partenaire alternatif. Voilà qui n'est pas très sain non plus, puisqu'en général, le partenaire qui domine en profite souvent pour exploiter celui qui est moins fort, et que celui qui est moins fort en profite pour se dire à lui-même qu'il n'est pas très solide, qu'il a besoin de l'autre, ce qui lui amène de l'anxiété, ce qui l'amène de la dévalorisation personnelle et le reste. Enfin, les couples qui m'apparaissent les mieux fonctionner et être les plus en santé sont ceux où l'on peut dire, voilà, ces deux personnes vivent ensemble, non pas parce qu'elles ont besoin l'une de l'autre, non pas parce qu'elles se réfugient et comptent sur l'autre pour les protéger contre la vie, mais parce que chacune des deux trouve agréable de vivre avec l'autre. Non pas qu'il en ait besoin, voyez, quelle erreur, n'est-ce pas, de se représenter l'affection de l'autre comme un besoin. Au contraire, voilà des personnes qui, bien équilibrées, personnellement autonomes, solides sur leurs deux pieds, capables parfaitement bien de se débrouiller toutes seules, préfèrent quand même vivre en contact avec une autre personne du même type parce que, et elles y trouvent de l'agrément, non pas parce qu'elles ne peuvent pas s'en passer, non pas parce qu'elles en ont besoin. Ainsi donc, un troisième critère de santé du couple pourrait être constitué par cette autonomie de chacun des deux partenaires respectée par l'autre personne. Un quatrième critère sur lequel vous pourriez vous attarder est un peu le suivant. Est-ce que dans votre couple, les tâches ennuyeuses, les corvées embêtantes sont partagées de façon relativement égale? Ou bien, au contraire, est-ce qu'elles sont plutôt le lot de l'un des deux partenaires? Vous savez comme moi que la vie ensemble amène un certain nombre de servitudes qui peuvent être plus ou moins pénibles, laborieuses. Enfin, il n'est jamais très agréable de nettoyer la maison, de laver la vaisselle, de tondre le gazon, de s'occuper des enfants, de toutes sortes d'autres choses comme celle-là qui, pour la plupart d'entre nous, ne présentent que peu d'intérêt. Et dans certains couples, on assiste à un système où, ma foi, l'un des deux, souvent l'homme malheureusement, eh bien, se paie un sacré bon temps. Il a vraiment beaucoup de plaisir à vivre. Il s'occupe de ses affaires, de son business. Il circule, il rencontre des gens, pendant que madame est à la maison à se taper toutes les corvées, c'est-à-dire le lavage, le repassage, s'il en reste, le lavage de la vaisselle, l'entretien de la maison, l'éducation des enfants, enfin, toutes sortes d'occupations qui sont souvent très peu variées, relativement monotones et qui impliquent très peu de créativité. Ainsi donc, un critère de santé dans un couple sera cette constatation que les corvées sont partagées par les deux partenaires, peut-être pas de façon mathématiquement égale, puisque chacun ne dispose pas du même temps, ni de la même énergie, ni de la même habileté pour certaines choses, mais qu'au moins il y a une répartition raisonnable des tâches désagréables, de même qu'une répartition raisonnable des plaisirs. Sinon, on a affaire vraiment probablement à une situation
d'inégalité qui indique qu'on n'a pas affaire vraiment à un rapport de couple, mais plutôt à un rapport d'employé-employeur. Voyez-vous, un certain nombre de couples fonctionnent comme ça, j'en ai déjà rencontré, vous en connaissez certainement vous-même. On a l'impression que l'un des deux partenaires, encore souvent l'homme, eh bien, est le chef de la maison, dirige les choses importantes et laisse à une employée, pourrait-on dire, de confiance, sa femme, le soin de l'application de ses décisions et le soin aussi de tous les petits détails qui relèvent de la vie de tous les jours. Les femmes ont accepté longtemps ce style de vie et s'y sont pliées de façon plus ou moins élégante en se disant, bon, que c'était leur sort, etc. Mais ceci change considérablement et on trouve de plus en plus de femmes qui sont extrêmement frustrées d'être confinées à des, pourrait-on dire, à des occupations de seconde zone, à des tâches n'impliquant que peu ou pas de responsabilité, et qui donc revendiquent, avec raison d'ailleurs, une part égale au niveau de la décision, au niveau de l'application et au niveau de l'emploi du temps. Ainsi donc, le partage des tâches pénibles et ennuyeuses est un bon indice de la solidité et de la santé d'un couple. Il n'est peut-être pas très agréable quand monsieur entre après sa journée de travail d'essuyer la vaisselle que sa femme lave. Il n'est peut-être pas très agréable de consacrer une partie de sa journée de congé à passer l'aspirateur, mais on ne voit pas pourquoi et ceci serait du ressort exclusif de son épouse. Après tout, les femmes ne sont pas venues au monde avec un linge à essuyer au bout des bras, ni un aspirateur qui prolonge l'un de leurs membres. Voilà, tout le monde est aussi capable de faire ça qu'un autre, et on ne voit pas pourquoi ceci serait l'apanage exclusif d'un des deux partenaires. On se demandera également, cinquième critère, est-ce que, encore une fois, des gens qui vous verraient de l'extérieur et ne sauraient pas que vous êtes marié pourraient se dire, on a affaire ici à deux êtres humains qui, ma foi, toute proportion gardée, et sans tomber dans les détails, sont relativement égaux l'un à l'autre. Il n'y en a pas un qui domine, il n'y en a pas un qui est dominé, il n'y en a pas un qui mène, il n'y en a pas un qui suit. On a affaire vraiment à deux partenaires. Et par partenaire, on implique bien sûr ici des gens qui ont une responsabilité égale dans la réalisation de leurs objectifs communs, des gens qui contribuent de façon différente peut-être, mais de façon équivalente à l'accomplissement ou à la construction de leur entreprise commune. Est-ce qu'on a affaire vraiment à des partenaires, c'est-à-dire non pas à un exploité et un exploiteur, ou à un soumis et à un tyran, mais est-ce qu'on a affaire à vraiment des gens qui travaillent la main dans la main, en tirant chacun de leur manière dans la même direction? Un poète a dit, eh bien, s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder ensemble dans la même direction. Et peut-être ceci est-il applicable à ce moment-ci, cela semble très vrai. Et on pourra dire, au-delà de tout le romantisme, au-delà de tous les compliments susurrés à l'oreille et des caresses amicales et tout cela, il reste encore que l'amour est plus solidement établi quand deux personnes consentent et arrivent à vivre ensemble dans un rapport vraiment égalitaire. Sixième critère de la santé de votre couple, pouvez-vous que répondez-vous à la question suivante? Y a-t-il vraiment une unité de pensée entre vous deux quant aux objectifs que vous poursuivez? Ou au contraire, êtes-vous souvent en dissension et êtes-vous souvent en train de vous disputer à propos de la manière dont vous voulez vraiment mener votre vie? Voyez-vous, encore une fois, quand deux êtres humains se rencontrent, ils n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs de vie, ils n'ont pas vraiment nécessairement non plus la même philosophie de vie. Il y en a qui préfèrent vivre d'une manière plus modeste, plus simple, un peu en retrait. D'autres, au contraire, sont très sociables, désirent jouer un rôle important dans la société. Tout cela est tout à fait légitime, bien sûr, il n'y a pas vraiment de manière de vivre qui soit par elle-même préférable à une autre, mais cela peut constituer une incompatibilité entre des partenaires, et si on retrouve cela à l'intérieur d'un couple, ceci peut être un indice de sa santé un peu chancelante. Enfin, comme vous voyez, aucun de ces critères pris isolément n'est signe certain que votre couple s'en va à la déchéance et sur le point de s'effondrer,
ou ne constitue pas une cellule vraiment viable, mais l'accumulation des indices. Enfin, si vous n'êtes pas content de vous retrouver, si vous n'avez pas tellement le goût d'être ensemble, si l'un de l'autre, vous êtes dépendants l'un sur l'autre, si l'autonomie de chacun est violée, si les tâches ennuyeuses et embêtantes sont toujours la part de l'un et jamais celle de l'autre, une accumulation de critères peut vous mettre la puce à l'oreille et vous amener à dire, eh bien, ma foi, ça ne va pas très bien. Dans notre couple, les choses ne sont pas très fructueuses. Notre couple est malade, en quelque sorte, et il vaudrait mieux y voir avant qu'il ne décède. Il est donc important qu'un homme et une femme qui vivent ensemble, présumément pendant des années, arrivent à une philosophie commune de la vie, puissent se représenter que les mêmes choses sont importantes pour eux, qu'ils attachent la même importance aux mêmes choses, peut-être pas en entrant forcément dans tous les détails, et il y a de la place pour la divergence et pour l'originalité encore, mais que sur les points essentiels, ils soient d'accord. Ainsi donc, si M. X est intéressé plutôt à travailler comme un déchaîné et à fabriquer des milliers de dollars, pendant que Madame préférait, elle, vivre une vie plus effacée, plus tranquille, à l'abri de tout le tapage, voilà un couple qui n'arrivera pas à fonctionner très bien. Si au contraire, monsieur est très timide et préfère occuper des postes bien réguliers, alors que sa femme a le sens de l'entreprise, du risque et se lance sans arrêt dans toutes sortes de choses, voilà encore un couple qui ne fonctionnera probablement pas très bien. Vous voyez, comme moi, il ne s'agit pas de détails, mais plutôt des options fondamentales du style de vie, pourrait-on dire, adopté par chacun. Enfin, un septième élément qui pourrait constituer une base pour votre réflexion, toujours dans cette ligne de vous demander si votre couple est en santé, eh bien, demandez-vous, est-ce que vous prenez le temps de vivre? Prenez-vous vraiment le temps d'être ensemble, sans préoccupation de travail, sans préoccupation d'enfants, avez-vous le goût, par exemple, de prendre des vacances ensemble, tous les deux, n'est-ce pas, hein? Sans les beaux-parents, sans les amis, sans les enfants? Et si vous répondez non à cette question, il y a quelque chose qui va probablement pas, qui ne tourne pas très rond, hein? Je vois, par exemple, je connais des gens qui n'ont jamais pris de loisirs ensemble. Ils prennent des loisirs avec d'autres amis, ils invitent des amis, ils amènent les enfants, ils amènent la famille. Ils se retrouvent jamais tous les deux ensemble. Que se passe-t-il? Comment se fait-il? On dirait bien qu'ils s'évitent, n'est-ce pas? On dirait qu'ils se fuient l'un l'autre. Et s'ils se fuient l'un l'autre, ne serait-ce pas parce qu'ils s'ennuient l'un avec l'autre, ne serait-ce pas parce qu'ils se sentent anxieux, coupables, hostiles, et que pour pallier à ces émotions, ils s'environnent d'autres personnes qui viennent en quelque sorte les neutraliser. Il vaut mieux se demander, et donc, prenez-vous le temps de vivre? Avez-vous des plans de vacances? Formulez-vous? Avez-vous du plaisir à vous retrouver et à avoir le goût de vous retrouver? Est-ce que vous arrivez à mettre du temps de côté chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année pour que vous viviez votre vie de couple ensemble? Souvent, la présence des enfants préoccupe beaucoup les parents. Elle prend beaucoup de temps, surtout quand les enfants sont jeunes. Et alors, on peut assister graduellement à une espèce d'éloignement des conjoints qui, ma foi, ne sont plus jamais ensemble. Ils couchent encore ensemble, mais monsieur se tourne de son côté et madame du sien. Et il n'y a plus beaucoup de communication, si ce n'est parfois au niveau un peu mécanique, au niveau un peu purement corporel. Tout cela ne fait pas une relation qui est en bonne santé. Tout cela n'est pas l'indice d'un couple en santé. Alors, si vous constatez que dans votre vie, vous n'avez jamais le temps, n'est-ce pas? Les gens disent, nous n'avons pas le temps. Quelle drôle d'idée. On a toujours le temps de faire ce que l'on veut, n'est-ce pas? Eh bien, si vous ne trouvez jamais le temps d'être bien et d'être ensemble, et si vous n'avez pas le goût de vous rencontrer et d'être tous les deux ensemble, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre couple. Un huitième indice dans cette liste des indices de santé de votre couple, demandez-vous, avez-vous des attitudes relativement semblables, assimilables l'une à l'autre, communes vis-à-vis un certain nombre de choses, par exemple à propos des enfants, à propos de l'argent, à propos de votre travail, à propos de l'organisation concrète de votre vie? Est-ce que vous êtes en gros d'accord
Ça ne va pas dire que vous allez être d'accord dans tous les détails. Ainsi, monsieur pourra dire, eh bien, le petit veut sortir, laissons-le sortir. Alors que madame dit, je pense qu'il serait mieux se coucher de plus de bonne heure. Ceci, non, ceci ne vaut pas la peine d'être considéré. Il s'agit là de détails minuscules qui n'affectent pas une entente de base vraiment bien établie. Non, il s'agit de se demander est-ce que, en fait, vous avez ensemble et en gros des attitudes communes sur des points importants. Est-ce qu'il n'y a pas de divergence de base entre vous deux sur des choses vraiment, non pas essentielles, mais fondamentales dans votre vie? Si vous pouvez répondre oui à cette question, vous pourrez vous dire que vous avez là un indice intéressant de la bonne santé de votre couple et qu'il est probable que vous, si vous arrivez à vous entendre sur les choses fondamentales, vous n'aurez pas trop de difficultés à vous entendre sur des choses secondaires, surtout si aucun des deux ne transforme ses préférences en absolu et ne fait de ses désirs des besoins. Voilà des choses dont j'ai parlé sur la première face de cette cassette. Un neuvième indice qui est souvent cité en tête de liste, mais que je trouve un indice intéressant, mais pas nécessairement le plus important. Est-ce que vos contacts sexuels sont bien réussis? Est-ce qu'ils sont raisonnablement abondants? Bon, enfin, il n'y a pas de moyenne absolue dans ce domaine-là, mais il vaut mieux dire que si vous n'avez des contacts sexuels avec votre conjoint qu'une fois tous les 3 mois, il y a quelque chose qui ne va pas trop bien. Il se peut que vous soyez la proie de quelque anxiété ou que vous soyez mal pris dans quelques émotions malencontreuses qui vous rendent psychologiquement impuissant ou frigide. Mais hors ces situations, si vous n'avez pas de contact sexuel réussi, qui fonctionne bien, eh bien, ceci n'est pas favorable. Il y a quelque chose qui ne va pas très bien. On ne peut pas dire tout de suite qu'à cause de cela, vous allez vous séparer et que vous allez vous partir chacun de votre côté. C'est pas ce que je veux dire. Mais les contacts sexuels relativement abondants et bien réussis entre les partenaires manifestent une bonne entente entre eux deux, manifestent le plaisir qu'ils ont à être ensemble, manifestent la paix et la sérénité qui règne, la bonne entente qui règne entre eux deux. Il est très difficile de faire l'amour, comme on dit, d'avoir un contact sexuel intéressant avec une personne envers laquelle on ressent de l'hostilité. Vous voyez comme moi qu'on n'y arrive pas. La pensée est trop occupée par des pensées hostiles pour qu'on puisse arriver à concentrer son esprit assez pour qu'il soit meublé de pensées érotiques qui sont indispensables pour la réalisation d'un contact sexuel intéressant. Ainsi donc, parmi les autres critères que j'ai énumérés avec vous jusqu'à maintenant, ce critère-là a sa place. Non pas que tous pris isolément, il révèle fatalement la dissolution d'un couple. Il y a des situations, par exemple, qui relèvent de la santé physique ou mentale et qui peuvent diminuer ou même interrompre pendant de longues périodes les contacts sexuels, alors que l'ensemble, par ailleurs, de la vie du couple se déroule quand même harmonieusement. Il ne s'agit pas donc d'utiliser un seul critère pour sauter aux conclusions. Enfin, 10e critère, et qui n'est peut-être pas le moindre, est-ce que vous êtes capable de vous chicaner de façon constructive? Voilà, ça peut vous surprendre un peu. La plupart des gens croient que les chicanes dans un couple sont un indice de mauvais fonctionnement, mais je vous jure que c'est le contraire. Enfin, j'ai déjà rencontré un souvenir d'un couple que j'ai rencontré il y a plusieurs années dans mon travail professionnel. Et ces gens-là, vu de l'extérieur et au témoignage, me disait-il, des gens qui les connaissaient sans trop les connaître profondément, formaient un couple très uni, un couple harmonieux. Personne n'élevait le ton jamais, tout le monde était apparemment d'accord, mais voilà, il n'y avait pas vraiment de communication entre ces deux personnes. Elles ne se chicanaient vraiment, il y avait une bonne raison, elles ne se chicanaient vraiment jamais, il y avait une bonne raison à cela, c'est qu'elles ne se parlaient pratiquement jamais. Voyez-vous, il n'est pas vraiment possible de se chicaner avec quelqu'un avec qui on n'a pas de contact. Et ce couple était en fait très malade. Et l'indice principal qui pouvait identifier cet état de santé déficient, eh bien, était l'absence de communication. Et l'absence, aussitôt qu'il y a communication, il y a possibilité, n'est-ce pas, de conflit et de chicane. Et cela est un indice relativement rassurant que de trouver un couple où les partenaires vont pouvoir se dire, oui, nous nous chicanons tout de même assez fréquemment.
n'est pas question d'une guerre organisée ni de conflit éternel, mais nous avons nos différends, nous nous expliquons, pourrait-on dire, vigoureusement l'un avec l'autre. Personne ne porte rancune à personne pour cela, personne ne s'effondre dans la dépression ni ne s'ancre dans une hostilité indéracinable, mais nous nous expliquons parfois vigoureusement, avec clarté. Les choses sont faites de façon assez gaillarde. On se dit nos vérités. L'autre jour, ma femme m'a dit, écoute, tu me tombes sur les nerfs avec tes histoires. Et moi, je lui ai répondu, tu me fatigues pas mal, j'en ai ras-le-bol de tes histoires. Enfin, et tout cela, et un quart d'heure après, nous rions ensemble en nous disant, bien voilà, les êtres humains que nous ne sommes pas aussi tolérants et aussi acceptants l'un de l'autre que nous pourrions l'être, mais ceci n'affecte pas vraiment la relation fondamentale qui nous unit, l'amour profond que nous nous portons l'un à l'autre et qui connaît ces variations, un peu comme dans un voyage qui peut être fort agréable. Eh bien, un navire va rencontrer des petites tempêtes, des vagues plus élevées. Tout cela n'affecte pas la validité ni la qualité du voyage dans son ensemble, et il serait exagéré de conclure que parce qu'il y a parfois des différends vigoureux dans un couple, que ceci est un signe de mauvaise santé ou un signe de son effondrement éventuel. Le vieux critère qui consiste à ne pas se coucher sur sa colère, c'est-à-dire à régler les affaires avant qu'on s'endorme, a encore sa valeur. Vous allez me dire, c'est un vieux dicton, c'est une vieille ici, mais il y a parfois quelques vieux dictons et quelques vieilles ici qui ont bien du bon sens. Et ici, encore une fois, on pourrait se dire, c'est ça. Chicanons-nous pendant la journée, mais que le soir soit réservé à notre amour, que le soir soit réservé à nos contacts amicaux, amoureux l'un avec l'autre, alors que les enfants sont couchés, que le chien est bon à sa place dans la maison, dans sa niche, que tout est calme dans la maison, que nous puissions refaire le plein, nous redire l'un à l'autre que nous nous préférons encore à tout autre, que nous sommes bien ensemble, pas toujours, mais que, en gros, cela vaut encore le coup de continuer encore une semaine. J'ai connu un couple comme ça qui se disait des choses comme ça, j'ai trouvé ça absolument savoureux et tellement sain de se dire, eh bien, ce n'est peut-être pas à la vie, à la mort, mais c'est encore bon pour une semaine. Hein. Qu'en dis-tu, Gertrude? Est-ce que nous continuons encore la semaine? Oui, disait-elle, ça va encore pour une semaine, je ne pense pas que j'en crève, et on verra pour la semaine suivante. Ne nous fixons pas des objectifs à longue et interminable échéance, comme l'ensemble de notre vie, qui sait ce qui se produira plus tard. Vivons ensemble le moment présent, en mettant de côté des préoccupations, des anxiétés qui viendraient gâter notre plaisir de vivre. Voilà un certain nombre de questions que vous pourriez donc vous poser, et je ne sais pas ce que vous allez répondre à ces questions que je vous pose. Si vous répondez, enfin, de façon négative aux 10 questions, ma foi, ça ne va pas très bien dans votre couple. Il vaudrait peut-être mieux que vous consultiez quelqu'un, que vous vous assoyiez sérieusement. Votre situation est vraiment sérieuse. Votre couple est moribond, pourrait-on dire. Il n'a pas une grande espérance de survie. Si vous répondez oui et non, enfin, il n'y a pas de critère vraiment absolu dans ce domaine, c'était plutôt pour attirer votre attention que je vous ai posé des questions, attirer votre attention sur des points qui seraient en souffrance, des points qui, si vous vous appliquez vraiment à les élucider, pourraient vous apporter plus de bonheur, plus leur élucidation, leur règlement pourrait augmenter votre plaisir de vivre. Il est souvent désagréable et pénible de vivre seul. Il est souvent désagréable et pénible aussi de vivre avec une autre personne. Il faut, pour arriver à vivre agréablement avec une autre personne, faire ce qui est requis pour y parvenir, c'est-à-dire investir avec bonne volonté les éléments qui rendent possible la réalisation d'une vie à deux agréable. Tout le reste n'est qu'illusion. Enfin, ces choses ne se produisent pas automatiquement. Il n'y a pas de miracle dans ce domaine quand deux êtres humains arrivent à vivre ensemble agréablement pendant des années. Ne vous y trompez pas, c'est qu'ils y ont pris beaucoup de soin. Les couples sont comme les plantes. Quand on n'arrose pas
Une plante, vous savez ce qui lui arrive, elle dépérit et finit par crever. Eh bien, c'est la même chose pour un couple. Si chacun des partenaires assume de façon romantique que parce qu'ils vivent ensemble et parce qu'ils se sont déjà aimés, que ceci va s'entretenir tout seul, eh bien, cela n'est pas vrai. Il vaut mieux constater au contraire de façon plus réaliste qu'il faut entretenir un amour, qu'il faut entretenir une relation sous peine qu'elle s'étiole, qu'elle dépérisse et finisse par mourir. Ainsi donc, ceci demande de l'énergie, demande de l'investissement. C'est comme tout ce qui constitue notre vie. Nous n'obtenons rien gratuitement, et c'est un rêve dont qu'il vaut mieux interrompre que celui qui consiste pour nous à croire que nous allons arriver à ces choses que nous désirons sans y investir les efforts qui sont à notre portée, sans investir souvent des quantités considérables d'efforts et d'applications pour arriver à construire un bonheur, que ce soit un bonheur à deux ou que ce soit un bonheur seul. Ceci ne fait pas de différence. La vie ne nous donne rien gratuitement, il faut aller le chercher, et pour aller le chercher, cela suppose de l'énergie, et cela suppose de consentir à investir cette énergie plutôt qu'à la laisser sans emploi, sans aucune utilité pratique. Voilà donc un certain nombre de questions que vous pouvez vous poser à propos de votre couple. Encore une fois, ne sautons pas aux conclusions trop rapidement. Je m'en voudrais que vous pensiez que vous êtes dans une situation tragique si vous avez un ou l'autre carence. Il n'existe pas de couple parfaitement en santé, comme il n'existe pas de personne qui soit en parfaite santé physique. Nous sommes toujours au moins un peu malades, mais on peut être au moins plus en santé que malade, et c'était le but de ces critères que je vous proposais, d'arriver à avoir une vue peut-être plus juste, plus nette de la santé de votre couple, afin que vous puissiez, en fonction de cette perception, arriver à décider s'il vaut mieux s'il ne vaudrait pas mieux que vous vous attardiez tous les deux ensemble à voir ce qu'il y a à faire pour que votre vie ensemble soit encore plus agréable qu'elle ne l'est actuellement.